Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Antenne 2. À la une ce soir, la reprise sur les marchés financiers, plus 8,3% à la Bourse de Paris, Wall Street également à la hausse depuis quelques minutes. La réduction du déficit du commerce extérieur américain redonne incontestablement le moral aux boursiers. Voilà pour les titres. Ouverture du 50e sommet franco-allemand à Karlsruhe, au programme coopération en matière de défense, d'agriculture et bien sûr les problèmes monétaires en pleine tourmente financière mondiale. La phase finale des états généraux de la sécurité sociale, 1000 personnalités réunies à Paris pour une première journée de débat animé. Deux rugbymen roumains choisissent de rester en France à l'issue de leur match d'hier contre les tricolores. Ils ont tous deux reçu dans la journée une autorisation provisoire de séjour. Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawk. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. 400 mutins dans la cour de la prison de Saint-Maur, dans le département de l'Indre. La mutinerie a débuté cet après-midi vers 17 h. Le directeur et au moins 10 personnes seraient prises en otage. La prison aurait été saccagée, c'est tout ce que l'on sait pour le moment. Toutes les forces de police et de gendarmerie de Châteauroux et des environs se sont rendues sur les lieux. On attend maintenant l'arrivée du GIGN. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une personne qui habite juste en face de la prison. Thierry Calmette vient de la joindre au téléphone. Écoutez. De la part des détenus, et donc ils auraient pris des gardiens en otage à l'intérieur de la centrale. Ils ont mis le feu au niveau des cuisines et des cellules. Qu'est-ce que vous voyez de chez vous? Alors chez nous, on voit une fumée qui vient de l'incendie, et sinon on voit rien parce que, je veux dire, il y a des barrages de gendarmes, etc. Donc, et puis on n'essaye pas trop de sortir, on n'est pas trop rassuré parce qu'on se dit qu'il y a 100 personnes s'ils sortent, étant donné qu'ils ont des otages, c'est grave quand même. La gendarmerie vous a donné quelques recommandations? Oui, de pas rester, de ne pas sortir, de rentrer et de fermer les fenêtres et voler, etc. Et de ne pas bouger. Voilà, monsieur Pandreau vient d'arriver à Châteauroux, à la centrale de Saint-Maur. Je viens de l'apprendre. Nous essaierons d'appeler Châteauroux en direct dans quelques minutes. Plus 0,2%, c'est la hausse des prix pour le mois d'octobre. Un bon chiffre et un motif de réconfort dans la grisaille monétaire et boursière. C'est le premier commentaire du ministère de l'économie et des finances. En un an, la hausse des prix s'élève à 3,1%. À noter qu'en octobre, nous réalisons le même chiffre que les Allemands, ce qui est en soi une référence. Regain d'optimisme également à la Bourse de Paris, où les valeurs françaises ont affiché aujourd'hui une hausse de 8,3%. La reprise du dollar et surtout un possible accord entre la Maison-Blanche et le Congrès expliquent en partie cette évolution. Mais aujourd'hui, on attendait surtout les chiffres du commerce extérieur américain. Ce sont eux, souvenez-vous, qui le mois dernier avaient précipité les marchés boursiers dans la tourmente. Les chiffres s'améliorent, sont un peu meilleurs et les experts poussent ce soir un grand ouf de soulagement. Là aussi, nous y reviendrons. À part cela, et nous allons tout de suite le découvrir, avant même de connaître les chiffres, Édouard Balladur avait annoncé ce matin le report de la privatisation du AP. Compte tenu de la situation sur les marchés boursiers, a dit le ministre, laissons passer les fêtes de fin d'année, on verra après. Sur le problème de fond des privatisations, Édouard Balladur est formel, pas de changement de cap, mais inquiétude pour la croissance. Écoutons-le. Je crois que ce que l'on peut dire tout d'abord, c'est que la crise que vit le monde, crise monétaire et crise boursière, il faut que nous les dominions très vite, grâce à une coopération accrue entre les grands pays industrialisés. Et il faut dire en second lieu que nous ne savons pas encore quels vont être les résultats de cette crise, mais nous pouvons parfaitement surmonter les difficultés qui en résulteront si la coopération européenne se renforce et si nous sommes capables de maintenir la croissance en Europe. Cela, il est encore trop tôt pour le savoir, mais tous nos efforts vont dans ce but.
Monsieur Balladur apparemment maintient le cap, Philippe Sassier, mais est-ce qu'il a toujours les coudées aussi franches qu'il y a quelques semaines et quelques mois? Écoutez, il y a deux bonnes nouvelles qui sont venues mettre du baume au cœur d'Édouard Balladur aujourd'hui. D'abord, ce bon indice des prix qui permet la différence d'inflation entre la France et l'Allemagne de se réduire. Elle est à son plus bas niveau, cette différence, depuis 14 ans. Ensuite, une bonne nouvelle, une entreprise va braver la tempête boursière. Il s'agit des tissus Carole, des poulevers, Carole, qui vont quand même s'introduire en bourse lundi. Mais le ministre a d'autres soucis qui sont les répercussions sur la vie économique de l'État et des Français du séisme financier qui a secoué le monde. Il a reconnu que la croissance 88 ne sera peut-être pas aussi forte que la prévision officielle qui est de 2,2%. Le gouvernement affirme qu'il n'est pas question de changer de politique, mais plusieurs experts estiment que l'an prochain, il y aura moins de croissance, mais aussi peut-être moins d'investissement et de consommation. Pour le budget de l'État, une croissance plus faible signifie moins de rentrées fiscales, et si les privatisations ne repartaient pas, cela signifierait des pertes de recettes assez importantes pour l'État. Certains députés de la majorité se demandent s'il ne faudrait pas discuter plusieurs aspects du budget 88 avant de le voter. C'est ce que pensent quelques baristes notamment. La tornade boursière pourrait donc rallumer certains débats économiques, non seulement entre le gouvernement et l'opposition, mais aussi au sein de la majorité. Merci Philippe. À l'Assemblée, le Front National revient à la charge en prenant à partie une nouvelle fois Rachid Arabe, journaliste dans la rédaction d'Antenne 2. Rappelant que notre confrère est de nationalité algérienne, un député du Front National a dénigré à Rachid Arabe le droit de commenter la politique intérieure française. Cette fois, la classe politique réagit encore plus durement que d'habitude, très vigoureusement, à commencer par le ministre de la Communication, François Léotard. Depuis quelques jours, il faut que les Français le sachent, nous entendons des choses inadmissibles à l'Assemblée nationale, et notamment de ce parlementaire appartenant au Front National qui dit des choses incroyables sur un journaliste. Il faut bien dire que ça n'est pas la France. Ça n'est pas le Parlement. Ça ne s'appelle pas la liberté. Et je n'accepterai pas un pays, et que dans un pays comme le nôtre, on puisse faire en sorte que des journalistes se sentent ou humiliés, ou menacés, ou tout simplement handicapés dans leur libre expression. Est-ce qu'au nom du gouvernement, vous seriez prêt à demander une sanction envers les députés du Front National si de telles pratiques se poursuivaient à l'Assemblée? Je souhaite que ça vienne, et ça viendra, vous le verrez, surtout du Parlement lui-même. Le gouvernement, quand il est au Parlement, n'est pas chez lui. C'est aussi une règle très importante. Et je respecte profondément les procédures internes qui sont celles du Parlement. Mais j'ai un certain nombre d'amis au Parlement, et je peux vous dire que je me rapprocherai d'eux pour faire en sorte qu'on ne laisse pas dire un certain nombre de choses comme celles qui sont exprimées aujourd'hui. Il y va d'ailleurs de l'honneur du Parlement français et de l'ensemble des parlementaires français. Autre réaction, celle du Parti Socialiste. Au nom du PS, Jean-Jacques Kéran vient de déclarer, je cite ses propos, « Il faut dénoncer avec la plus grande vigueur de tels propos qui mettent en cause la liberté de l'information, mais aussi la dignité d'un homme. Ces propos sont une insulte aux droits de l'homme. » Fin de citation. L'avenir de la sécurité sociale. Je vous rappelle que les spécialistes prévoient un déficit record de 30 milliards en 1988. Pour faire face, le gouvernement a lancé une vaste consultation. Vous connaissez le slogan « Ne tuons pas une grande idée, la baleine qu'il faut sauver ». C'est le symbole des États généraux de la sécurité sociale. Aujourd'hui et demain, les États généraux se terminent par un grand show. Ce show débouchera-t-il sur des propositions concrètes? Si oui, seront-elles prises en considération par le gouvernement? Voyons cela avec Véronique Auger. Pendant une heure, nous avons failli voir naître de véritables consensus et puis tout a capoté. Un exemple, l'augmentation des taxes sur les tabacs et alcools prônée par le rapport des sages. Toutes les parties prenantes semblaient d'accord, jusqu'au moment où Paul Markelly de la CGC s'est mis à hurler que tout cela ne tournait pas rond. Comment dit-il, l'État peut-il demander aux contribuables de subventionner les viticulteurs et en même temps décourager leurs clients de boire du vin? Il faut le reconnaître, les participants des États généraux ont perdu leur langue de bois et les débats ont parfois chauffé. Mais la journée a suffi pour démontrer l'éloignement des parties prenantes sur l'ensemble des sujets brûlants. Au point que Jean-Pierre Cabache, le meneur des débats, s'est écrié « Est-ce que dans 10 ans on aura encore la même discussion en France ?» C'est Jacques Beaupère, le président des syndicats de médecins, qui a donné la raison de ce fouillis, l'absence de volonté bien définie du gouvernement en matière de sécurité sociale. Qu'il établisse les règles du jeu et qu'il nous laisse travailler, a déclaré Jacques Beaupère, un appel destiné à Philippe Séguin, le ministre des Affaires sociales.
Forte participation, vous l'avez vu, des organisations professionnelles et syndicales. Tout le monde était là, y compris les représentants de la CGT. Mais Henri Krasuki, le leader du syndicat, avait préféré prendre un peu de recul. Au cours d'une manifestation qui rassemblait plusieurs milliers de personnes à Paris, Henri Krasuki a notamment déclaré que le système de protection de la sécurité sociale méritait autre chose qu'une opération médiatique grosse comme une baleine. Je cite ses propos. À Karlsruhe, en Allemagne, 50e sommet franco-allemand, un sommet dominé par les problèmes de défense. Dans le communiqué final, il devrait être question de la brigade intégrée franco-allemande, dont on parle beaucoup, et de la coopération européenne en matière de sécurité. À noter que les Allemands devraient se prononcer une nouvelle fois sur la réduction des arsenaux nucléaires à courte portée. Dans un autre répertoire, et en dehors des manifestations officielles, le sommet franco-allemand débouche sur un accord plutôt inattendu. L'administration ouest-allemande va donner son feu vert au Minitel français. Le Minitel en Allemagne, c'est l'amorce d'une coopération européenne sans précédent en matière de communication. À cela, les Allemands ne pourront pas y jouer. Sérieux, l'accord ne concerne que les usages professionnels du Minitel. Pourtant, cette machine, les Allemands n'en voulaient pas. Il a fallu 3 ans d'âpres négociations et de menaces de procès pour protectionnisme mal placé pour qu'enfin la poste allemande, la Bundespost, accepte d'ouvrir ses lignes aux terminaux fabriqués par Telecom-Alcatel. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'un agrément. Tout reste à faire. En particulier, pour que le Minitel présente de l'intérêt, il faut qu'il soit relié à des centres serveurs. Et ce sera aux Français de les créer, au mieux donc. Les ventes ne débuteront que d'ici 4 à 5 ans. La RFA est le 22e pays à homologuer le Minitel, mais les exportations sont encore très faibles. Par exemple, 10 000 appareils par mois vers les États-Unis, c'est encore très peu comparé aux 4 000 installés chaque jour en France, où ce clavier et son écran sont devenus un véritable phénomène de société. Et cela, c'est le plus difficile à exporter. Dans l'affaire Luchaire, la Cour de cassation a désigné cet après-midi une juridiction spéciale afin d'entendre 2 personnes mises en cause directement dans l'affaire des ventes d'armes à l'Iran. Ces 2 personnes sont Jean-François Dubault, ancien conseiller technique de Charles Hernu, et François Bernard, son ancien chef de cabinet. Cette décision pourrait marquer le véritable démarrage de cette affaire au niveau juridique. Hervé Brusini. Un magistrat parisien bientôt désigné dans le dossier Luchaire, très certainement le juge Legrand. Dans son cabinet, les hommes de l'affaire vont avoir à s'expliquer. Témoin numéro 1, Daniel de Vavrin, le PDG de la société soupçonné d'avoir livré les 450 000 obus à l'Iran. C'est l'homme clé du dossier. Si face au magistrat, il confirme ses précédentes déclarations faites au contrôleur général des armées Barba, l'instruction peut progresser à pas de géant et les inculpations se multiplier. Pour le juge Legrand, il va s'agir de situer l'exacte responsabilité des uns et des autres, en priorité celle des membres du cabinet du ministère de la Défense de l'époque. À commencer par Jean-François Dubos, souvent décrit comme l'homme fort du ministère. Jean-François Dubos, l'une des cibles privilégiées du rapport Barba. Ce haut fonctionnaire risque d'être inculpé d'infraction à la législation sur les armes. Et puis le juge devra examiner, une à une, les étapes qui ont conduit à la décision de cette vente d'armes illégale. Les organismes, les hommes. Ainsi, par exemple, à la délégation générale à l'armement, l'ingénieur général Émile Blanc, lui aussi cité par le rapport Barba. Et comme lui, d'autres ingénieurs généraux, des militaires de haut rang, comme le général Vautrin. Décidément, beaucoup de monde risque de défiler dans le bureau du juge Legrand. Pourtant, il manque encore une pièce au dossier, une pièce qui peut être essentielle dans ce travail d'instruction, les 14 rapports établis par l'ancienne sécurité militaire. Elle avait à l'époque alerté les autorités des imprudences commises par une société appelée Luchaire-Henry. Merci Hervé. Voyons rapidement les autres télégrammes de l'actualité. Plein feu sur la Chine avant le 4e volet de notre enquête. On se retrouve dans quelques instants. L'ingénieur français blessé dans le secteur chrétien de Beyrouth est toujours dans le coma. Richard Gimpel a été agressé hier sur une autoroute par 3 hommes armés. Mon mari ne se connaissait pas d'ennemi, a déclaré son épouse d'origine libanaise. La France condamne cet attentat qui n'a toujours pas été revendiqué. La Croix-Rouge, médiateur après l'enlèvement des 8 passagers du Silco, nous cherchons à rencontrer Abou Nidal, a déclaré aujourd'hui le responsable de la Croix-Rouge au Liban. Une rencontre officieuse a eu lieu à Beyrouth avec le Fatah révolutionnaire. C'est lui qui retiendrait les otages capturés dimanche au large d'Israël. L'opéra de Francfort ravagé par un incendie criminel la nuit dernière. Pas de victimes mais des dégâts importants. Le toit du bâtiment s'est effondré. Il y aurait 430 millions de francs de dommages. Le pyromane est sous les verrous. On ne connaît ni son identité ni les motifs de son acte.
Le président chinois, M. Li Qiannan, on commence à bien le connaître, poursuit son voyage officiel à Paris. On l'a vu flâner aujourd'hui au musée du Louvre, pendant qu'à Pékin, le Parlement se réunissait pour désigner un nouveau Premier ministre. Si les pronostics sont respectés, M. Li Peng, 59 ans, succédera à M. Zhao Zibang, devenu numéro 1 du régime. On murmure que les nouveaux dirigeants, plutôt pro-soviétiques, auraient l'intention de freiner la politique des réformes économiques et surtout la trop grande ouverture de la Chine sur l'étranger. Il est vrai que depuis quelques années, les Chinois ont découvert tour à tour les marchés libres, les marchés noirs et quelques combines. Reportage Alain Hiroux et Claude Hudelot. En Chine populaire, la moto est un signe extérieur de richesse. On dit même que les jeunes filles à marier ne sont pas insensibles à cet argument. Chaque jour, les motards se rassemblent en banlieue pour vendre, acheter et surtout frimer. Il y a combien de motos à Pékin? Entre 20 et 30 000. La municipalité de Pékin vient de suspendre les nouvelles immatriculations des deux roues, officiellement pour prévenir les accidents. Une seule solution, acheter d'occasion. La mienne, je l'ai payée 6 000 francs. Et moi, 5 000 francs. J'ai mis 5 ans pour me la payer. Et vous, combien de temps il vous a fallu? 2 ans, 2 ans. Ce sont des fils de cadres, des marchands de moutons, des restaurateurs, en marge du cadre collectiviste qui peuvent se payer une moto ou bien ce blouson qui coûte 400 francs. Un marché très libre mais restreint qui se situe à la limite de la légalité, plus proche pour les autorités du libéralisme bourgeois que du système socialiste dont la bicyclette à 400 francs reste le symbole. Oui, à propos de la Chine, je vous signale que nos confrères du magazine Elle lancent un premier numéro en chinois. Mais oui, dans un premier temps, le magazine ne sera vendu qu'à Hong Kong. Mais tout laisse à penser que nos confrères n'en resteront pas là. Au hasard des dépêches et des déclarations, nous jonglons, vous le savez, quotidiennement avec les chiffres de l'actualité. J'avoue que l'exercice devient presque banal. Il n'empêche que parfois, on attrape le vertige. Ce matin, par exemple, on apprenait que les Iris, le célèbre tableau de Van Gogh, venait d'être vendu près de 54 millions de dollars à New York. 54 millions de dollars, soit la bagatelle de 30 milliards de centimes. L'art serait-il devenu la valeur refuge en période de troubles financiers? On est tenté de le croire. Patrice Pellet. Qui a dit que les fleurs sont périssables? En tout cas, celles de Van Gogh ont bien tenu le coup. 49 millions de dollars, près de 320 millions de francs. Celui qui a acheté la toile ne s'est pas fait connaître. Le marché de l'art semble ne plus avoir de limite. L'or, la bourse, l'immobilier sont balayés. Ceux qui ont de l'argent se dirigent vers les salles de vente. 50 millions de dollars est un prix exceptionnel pour une toile exceptionnelle, hors du commun, dans des conditions aussi exceptionnelles. Il faut savoir aujourd'hui ce qu'est la crise économique mondiale et il y a là probablement aussi une valeur refuge. En ce qui concerne Van Gogh, il y a deux facteurs très importants. La rareté de l'œuvre, l'exceptionnelle qualité de l'œuvre et maintenant le marché financier qui fait qu'on ne sait plus ce que vaut un dollar. L'art valeur refuge, attention, certains redoutent que ce marché ne s'effondre à son tour. La bonne affaire d'aujourd'hui pourrait ne plus l'être demain. Van Gogh, mieux que personne, aurait pu en parler. Il est mort, seul et pauvre, à l'âge de 37 ans. Le sport, Jeannie Longo se défend, c'était ce matin chez elle, à Grenoble. Accusée de dopage par les Américains, la triple championne du monde crie haut et fort « Je suis une athlète intègre et saine ». Dominique Leglou. Voici le produit utilisé par Jeannie Longo et incriminé. Il s'appelle Exosuline. C'est un produit de phytothérapie. Il contient de l'éphédra, une plante japonaise qui produit de l'éphédrine, une substance que l'on retrouve dans tous ces produits de beauté ou de soins. Tous ces produits seraient donc de pan au terme de la loi. En tant qu'athlète intègre et saine, je n'ai absolument pas voulu toucher aux produits interdits. En tant que femme également, je connais quelques problèmes circulatoires de jambes lourdes, propres à toutes les femmes. Et j'ai donc eu recours à la phytothérapie, notamment à un produit nommé Exosuline, cela en période d'entraînement. Ce produit est en vente libre et ne figure pas sur la liste des produits interdits. Une affaire qui rappelle celle d'Alexis Grewal. Peu avant les Jeux de Los Angeles, il était reconnu coupable d'avoir absorbé de l'éphédrine.
Lui, c'était pour soigner une crise d'asthme. Après examen, la commission américaine annule sa décision. 10 jours plus tard, Grewal devenait le premier Américain champion olympique sur route. Rugby, défection roumaine au lendemain du match France-Roumanie, match international, un match gagné haut la main, vous le savez, par les Français, 49-3. 2 joueurs roumains ont faussé compagnie à leurs équipes. Aux dernières nouvelles, ils ont demandé une autorisation provisoire de séjour. Jean Mamère. Laurențiu Constantin est sans conteste le plus célèbre. Il est deuxième ligne de l'équipe nationale depuis plusieurs années et a joué la Coupe du Monde. Âgé de 24 ans, père d'un petit garçon de 2 mois, il a tout quitté après avoir mûrement pensé sa décision. Il s'est refusé à toute déclaration après avoir demandé et obtenu une autorisation provisoire de séjour. Premier et principal problème à résoudre pour lui, celui de sa situation matérielle. Quant à Victor Avram, l'autre réfugié, il est resté tout simplement à Agen chez l'interprète roumain. Moins de problèmes familiaux pour lui, mais un choix délibéré, la saisie d'une chance pour un passage en France. Il a choisi ça pour la liberté, tout simplement. Il n'y a donc pas de motif très politique? Non, nicio problemă politică. Il n'y a pas de problème politique. Victor Avram a cependant demandé et obtenu lui aussi une autorisation provisoire de séjour. En attendant de demander sans doute l'asile politique, il aimerait rester à Agen, une affaire qui embarrasse bien le président Ferras, mais pour qui ce n'est qu'une question de politique. On enchaîne avec la voile. Voici tout de suite des nouvelles de la Mini Transat. Le vainqueur s'appelle Laurent Bourgnon. Il vient d'arriver à Pointe-à-Pitre il y a quelques heures. Un véritable exploit car son bateau ne fait pas plus de 6 mètres. Voyons tout de suite les images. Cet acrobate escaladant son mât pour y réparer la girouette déficiente, c'est Laurent Bourgnon, le vainqueur de cette deuxième étape de la Mini Transat. Il possédait pour cela, il est vrai, le bateau ad hoc. Pour remporter la victoire totale, il ne faut pas que son poursuivant immédiat, Gilles Chiari, franchisse la ligne d'arrivée avant minuit ce soir. Après plus de 25 jours de navigation solitaire sur son petit bateau, nourri seulement à base de rations de survie, Laurent Bourgnon est arrivé en pleine forme et la tête pleine de souvenirs, comme il l'a expliqué à Gérard Rolls. Une nuit de pleine lune avec plein de dauphins partout, et le bateau marchait super vite, avec un bord de l'arc serré, et c'était merveilleux, avec tous les dauphins et l'eau fluorescente, ça c'est des souvenirs, ça reste tout le temps. Et l'arrivée à la Martinique en premier en temps réel. Ça fait plaisir aussi. Regardez bien sur le petit écran, voici la tradition qui veut ça, les résultats du quartet d'Auteuil. Il fallait jouer cet après-midi le 1, le 5, le 2 et le 9 dans l'ordre, 2769 francs 50, dans un ordre différent, 172 francs. Tout cela pour 5 francs bien sûr. La météo synonyme de tempête, Sophie, surtout dans l'ouest. Eh bien oui Henri, les vents se sont encore déchaînés la nuit dernière sur l'ouest du pays. Vous allez voir des images. Le Cotentin en proie à des rafales de 110 km/h. Les pluies diluviennes se sont abattues sur la région de La Hague, provoquant de graves inondations. Le bilan est déjà lourd. 150 maisons ont été inondées. Une personne âgée s'est noyée dans sa cave. Le département de la Manche a été déclaré sinistré après le passage de cette tempête. Pour demain ou pas? Eh bien non, la météo nationale est pessimiste. Pour demain, des vents devraient encore nous empoisonner de la Vendée aux côtes de la Manche en soufflant par rafale de 130 km/h sur les côtes, 90 km/h à l'intérieur du pays. Alors ces vents drainent avec eux des nuages et de la pluie, 80% de chances de pluie sur l'Aquitaine, sur le Massif central, la Franche-Comté et l'Alsace. Sur la Corse, encore quelques risques d'averses demain, alternance d'averses, d'éclaircies et de vents donc très forts sur tout l'ouest du pays, les Charentes, la Bretagne et côtes de la Manche ainsi que le bassin parisien, et puis tout de même quelques éclaircies sur le littoral méditerranéen où le ciel sera dégagé par du Mistral. Les températures en revanche restent douces et c'est une bonne nouvelle. Elles s'échelonneront de 10 degrés à Lille et à Cherbourg jusqu'à 14 degrés à Nantes et de 12 degrés à Limoges jusqu'à 20 degrés à Bastia. Voilà, demain il y aura 3 minutes de soleil en moins, nous fêterons les brises et attention Henri, ce sera un vendredi 13. Oh là là, oh, ça porte bonheur un vendredi 13, non? Ça dépend. On termine en musique. France Gall fait sa rentrée au Zénith ce soir à Paris. C'est un événement car France Gall, quelques années après, est toujours en tête des hit-parades. France Gall au Zénith en avant-première pour Antenne 2. Elle a le talent. Ella Fitzgerald, bien sûr, une des chansons phares du nouveau spectacle France Gall, bichonné au bémol près par Michel Berger, le complice depuis la déclaration d'amour. 13 musicos, niveau mondial, cuivre US, tambour africain, guitare super gratte. Avec ça, elle débranche pas la France. Elle assume. 23 ans de carrière, côté fan, plus de babacool, mais de toutes jeunes filles.
France Gall, c'est une idole, c'est quelqu'un, c'est un dieu, c'est pas vrai. France Gall, c'est mon ami. C'est une personne qui boit, qui mange, qui pleure, qui rit. Mais moi, je trouve ça plutôt sain, là, ce qu'elle dit. Je trouve ça sain, parce qu'on ne peut pas être fan toute sa vie de quelqu'un. Ça, c'est bizarre, c'est embêtant, ça veut dire... Tu es une star, c'est vrai, et dans le vrai sens du terme, mais... Ça me fait toujours rire, moi, quand tu es une star pour les autres. C'est un défi, ça charme. Cette petite flamme tape sur les tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. On peut se prendre un petit peu pour Dieu par moment, alors donc c'est pas mal d'arrêter et d'aller faire son marché, d'emmener les enfants à l'école. Et là, c'est vrai que c'est une chanson qui porte un disque, qui tire un disque, parce que c'est une chanson qui est évidente. Et je veux dire, à l'écoute, c'est vrai, elle est forte, elle est évidente. Cézanne, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle une chanson d'album, perdue au fond d'un album, mais cette chanson-là m'a apporté plus que n'importe quelle autre. Parce qu'elle a fait que des gens qui ne s'intéressaient pas à moi se sont arrêtés sur moi, se sont attachés à ce que je faisais. Cézanne, chanson paysage, une des plus belles réussites du couple France Gall-Michel Berger, deux talents complémentaires. Le résultat est là, et l'étoile de la star est au zénith. Voilà, je vous rappelle la principale information du journal, celle que je vous donnais tout à l'heure en ouverture à 20h. 400 mutins sont dans la cour de la prison Saint-Maur, de la prison de Châteauroux dans l'Indre. Depuis cet après-midi, le directeur et au moins 10 personnes ont été prises en otage. Selon nos dernières informations, des informations que nous venons d'avoir au téléphone, plusieurs bâtiments de la prison étaient incendiés, tandis que les mutins essaieraient peu à peu d'investir tous les locaux de la centrale en se dirigeant vers la porte, une porte qui avait été détruite, je vous le rappelle, il y a 2 jours, au cours de l'évasion de Jacques Yver. Autre précision importante, je vous rappelle que la prison de Saint-Maur, dans le département de l'Indre, abrite 400 détenus, parmi lesquels Georges Ibrahim Abdallah. Prochain rendez-vous d'information, 22h20. Résistance présentée par Noël Mamère, plaidoyer pour les femmes, le magazine a été enregistré entièrement au Bangladesh. À 23h30, le journal sera présenté par Aubrey Edler. Excellente soirée sur Antenne 2, je vous retrouve demain, 20h. Bonsoir.